Bonjour à tous, je suis le Baron Machiavel et bienvenue à nouveau dans ce Let's Play sur Cultist Simulator, où la dernière fois je vous ai un peu bombardé d'informations puisque nous avions fait beaucoup d'explorations. Mais durant cet épisode nous allons faire quelque chose de complètement différent. Vous allez voir. Mais d'abord, nous allons continuer un petit peu de nos lectures, en toute logique. Ah oui, mais j'oubliais, on n'a pas encore converti tout le monde. Ouais. Bien. Donc, que voulais-je faire? Je voulais tenter une invocation, mais cette fois notre première invocation permanente, où nous allons invoquer un esprit très puissant, mais de façon à ce qu'il reste avec nous. Alors, et pour ça, il va nous falloir... Hop, et... les formules concursives. Invoquer le mystérieux nom appelé la Baldomérienne. Une puissante lanterne pour attirer l'attention de la Baldomérienne et un avant-goût d'alléchant secret pour la convaincre d'approcher. Alors, la sérénité du bois noir, un récit symbolique sur la maison de l'été, présenté comme ayant été influencé par la mille-pattes. Séréno Noirbois demeure à ce jour un pseudonyme occulte. La buissonnière proverbiale rassemble les voyageurs dans un bois et fait mine de les guider avant de les abandonner en chemin. Ils deviennent alors des proies de monstres glorieux. Alors, Victor. L'esprit de Victor est tranchant comme le fil du rasoir. Alors, la Baldomérienne a les épaules voûtées d'une savante, la voix limpide d'une enseignante et les taches de rousseur d'une voyageuse du continent. Elle est dépourvue d'ombre. Donc, on va enfin découvrir qui est la fameuse Baldomère dont Christopher Ilopoli parlait, et c'est... Tiens donc, Teresa Galmier. Oh, le monde est plat. Oh si, il est plat. Je ne resterai pas longtemps, je ne pourrai rester longtemps, dis-moi un secret. Alors... Teresa va rester en permanence avec nous, mais elle aura de temps à autre besoin de retourner auprès de la loge du chevalier avisé. Mais elle est avec nous maintenant. Donc, les malheureux découvrent qu'ils peuvent survivre en fermant les yeux, ils adoptent un œil clos comme signe de reconnaissance, et qu'ils échappent à toute vigilance lorsqu'ils boivent l'eau claire et glaciale des ruisseaux. Ils n'oublieront jamais la buissonnière proverbiale, la mille-pattes, pas plus qu'ils ne lui pardonneront un jour. Donc, le Lex de la mille-pattes. La mille-pattes a émergé du sable et s'est insinuée sous les racines. Elle y a trouvé un nouveau foyer, mais elle est désormais incapable d'en retrouver le chemin. Alors qu'elle va, grouillante partout où elle peut, à travers les serrures et les historiae, à travers les canaux de la procréation, de la vue et de l'ouïe. Voici ce qu'elle a à dire. Donc,
Rose, une disciple. L'esprit de Rose est tranchant comme le fil du rasoir. Une fois de plus, elle a la même description que Victor. Bon. En vrai, pourquoi est-ce que Victor et Rose ont la même description et pourquoi est-ce qu'ils ont l'air si similaires? Je vais pas vous le cacher plus longtemps, c'est parce que ce sont des frères et sœurs incestueux. Voilà, voilà, j'ai plombé l'ambiance. Ensuite, Tristan. Alors, Tristan, un disciple. Tristan fait ce qui est nécessaire, il faut parfois détruire avant de pouvoir bâtir. Voilà, regardez, Teresa se repose. La baldomérienne s'est retirée dans le pavillon du chevalier avisé pour s'y reposer. Mais elle reviendra. Alors ensuite, pour notre prochaine étape, il va nous falloir un mort mutique, et pour ça, je sais ce que je dois faire. Alors, Valciane, une disciple. Valciane n'est pas une machine, c'est en tout cas ce que l'on est en droit de penser, car il est arrivé qu'on la voit commettre de temps à autre des erreurs tout à fait humaines. Alors, donc... Ah oui, j'ai oublié de vous lire la description de Laidlaw. Laidlaw a découvert les usages insoupçonnés du feu et du cuivre, de la cire et de l'acide. Alors nous allons parler à... Porter, je propose, et nous allons lui demander d'effacer les preuves. Mon stratagème a toutes les chances de fonctionner, mais le destin peut toujours nous jouer des tours. J'attends des nouvelles. Est-ce qu'il a réussi? Oui, mon sbire est de retour, la preuve a été détruite, je respire un peu mieux. Je vais pas faire ça trop souvent parce qu'il y a toujours une chance que ça rate.
Hop, bon, effectivement ça va suffire. Bien, je crois que c'est une invocation que nous n'avons jamais essayé, ce que je m'apprête à faire. Voilà, invoquer l'un des défunts mutiques. Ces défunts ne s'élèvent ni ne sombrent, ils demeurent dans la manse et rêvent de l'hiver. La puissance de l'hiver, mêlée à un peu de la chaleur du cœur, les fera venir jusqu'ici. Attendez quoi? Où est passé? Ah mince, Teresa Galmier s'est évaporée, y a pas de moyen de la garder en permanence. Oh tant pis, c'est pas grave. Alors, une silhouette sombre nimbée d'une lueur hivernale. Elle restera muette mais ses yeux avides ne cessent d'observer. Les défunts finissent invariablement par se languir du monde. Bien. Mince alors, je croyais que Teresa Galmier resterait en permanence avec nous. Tant pis, c'est pas grave. Alors... Donc, on va explorer l'abeille Fermier. Robert Fermier a dépensé une grande partie de sa fortune mal acquise au bénéfice de cette abeille monumentale au cœur de la forêt. Les moines n'apprécient pas les visiteurs et leurs pratiques n'est guère orthodoxe. Ils célèbrent une certaine fête de la moisson avec un enthousiasme de très mauvais goût. Alors... Oui. L'abeille Fermier est nichée parmi les arbres comme un écrin dissimulé dans une robe verte. Si nous parvenons à traverser la forêt, nous devrons encore affronter les moines. Donc, deux obstacles. Forêt hostile. Jadis, les arbres primitifs s'étendaient d'un rivage à l'autre. S'il subsiste des vestiges de leur règne, comme ce territoire couvert d'épines denses et de racines étouffantes, le pragmatisme de la forge ou les mystères du sphinx pourraient nous permettre de la traverser. Et ensuite, moines. Qu'il s'agisse d'une bénédiction ou d'un châtiment, ils servent ce lieu plongé dans la contemplation. Leurs étranges vœux les obligent. Il est possible de les tuer ou de les tromper, mais certainement pas de les séduire. Nous invoquons le sphinx qui cherche parmi les arbres du bois. Le bois sous la manse est encore plus sombre que cet endroit. Le sphinx guidera nos pas. Nos chances de réussite sont excellentes. Une minute, j'ai quand même envie de retenter quelque chose. Parce que si on peut pas invoquer Teresa Galmier de façon permanente, ça m'ennuie beaucoup. Mince, j'ai pas lu, il y a une description que j'ai pas lue. Tant pis, c'est pas grave. Les moines, une ruse efficace. Nous avons apporté des textes sacrés dont la signification se révèle uniquement au clair de lune. Alors toi, comment je fais pour te maintenir en permanence ?
À moins que je me sois gouré et qu'on puisse pas la garder de façon permanente. La foi est une arme à double tranchant. Ces moines sont tellement croyants ou crédules qu'ils ont gobé nos mensonges. Et voilà, expédition terminée. Donc, sous les branches, nous abandonnons les moines à leur triste sort. Dans la cour de leur chapelle se dresse un nif majestueux à côté d'un autel en granit fermé comme un sarcophage. Que contient-il? On va immédiatement parler à... Tiens, Clovette. De la notoriété à venir. Donc, l'intérieur de l'hôtel est rempli de coupes brisées. Elles ont toutes été peintes en rouge, toutes déparées et défigurées par des graffitis abjects. Les moines ont dû tenir ici de grandes cérémonies de détestation dont ils ont conservé les vestiges en guise de trophées. D'autres trésors sont enterrés parmi les débris. Alors, Deoris livre 2, un livre pour apprendre l'araméen, très bien, le tantra de la soif, le tantra des vers, encore de la poudre de perles de rose dont nous n'avons pour le moment pas besoin, contre la sororité du nœud et l'infamie de ses coutumes dépravées, et de la notoriété. On va commencer par lire le récit authentique et unique du mage Von Brandt sur la véritable langue de la vraie terre sainte du Très-Haut, rédigé dans la précipitation par un homme à la ferveur transcendentaliste. Cet ouvrage n'en demeure pas moins un précieux guide pour comprendre l'araméen. Il n'y a pas, on le sait, qu'un seul araméen, mais je tâcherai d'apprendre ce que je peux. Alors, comment je fais, toi? Alors, érudit araméen, j'ai atteint un niveau de compréhension basique. Araméen, la langue d'Aram et de tous ses nombreux enfants depuis plus de 3000 ans. Eh ben, je propose que nous commencions par lire... Qu'est-ce qu'on pourrait commencer par lire? Ah, tant de choses à lire. On va commencer par lire Deoris livre 2, mais on va le traduire. Parfait. Nous allons aussi... explorer la ville... Attendez, non, c'est pas... Non, on va... y a quelque chose que j'avais prévu de faire, mais on va pas forcément le... Oh si, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. On va explorer la ville avec... qui donc Tiens, voilà. Excusez-moi, j'essaie de réfléchir à quelque chose parce que il faut qu'on commence à se préparer pour l'étape suivante, mais l'étape suivante demande que... Ah, bah attendez. On va bien voir. Voilà. Parfait. Voilà qui suffira à acheter sa loyauté, du moins pour le moment. Parfait.
Donc, Des Horus, livre 2, un catalogue parfois cohérent répertoriant les divers dieux secrets. Il s'agit d'une traduction anglaise d'un ouvrage décrivant l'inimitié entre le forge-lion et le tribun aux cicatrices. Ce tome traite principalement du forge-lion, du tribun aux cicatrices et de leur haine réciproque. Voyante, je vois des choses que vous n'êtes pas comme les autres, par exemple. Alors, ouais, sauf que toi, voilà ce qu'on va faire. Vous allez comprendre. Alors, le forge-lion fait naître des monstres pour vaincre le tribun, mais les cicatrices de ce dernier sont pour lui autant d'armes. Livre suivant. Livre suivant, lequel on va lire. Bah tiens, contre la sororité du... on va lire contre la sororité du nœud. Rien finalement. Mince, comment je fais pour en faire un prisonnier? Ah voilà, trahir et emprisonner un adepte. Cette personne doit servir un autre dessein, je vais la séquestrer quelque part. J'ai mis cette personne en lieu sûr, lorsque ses hurlements et ses divagations cesseront, je la soumettrai comme il se doit. Parfait. Bon, on a de la notoriété, mais ça... Dorothy va peut-être pouvoir nous en débarrasser. Alors pourquoi est-ce que j'ai emprisonné un adepte? Parce que nous allons avoir besoin d'emprisonner de prisonniers. Croyez-moi. Donc, contre la sororité du nœud et l'infamie de ses coutumes dépravées. Hieronymus Pseudo-Hypnerotomachus rédigea ce virulent pamphlet pour dénoncer l'influence sinistre de la sororité sur sa propre église du soleil insoumis. Hieronymus prétend que les puissances tutélaires de la sororité du nœud ont conclu un pacte. Le Foudre-Cher aimait l'If, et le Graal l'a anéanti en représailles pour la mort des êtres chers de la hache. À partir de ce point, la prose de l'auteur, aveuglée de rage, devient confuse. Donc, parfait. On va recommencer. On va recommencer pour avoir au moins 3 prisonniers. Alors, Hieronymus finit par reprendre ses esprits et décrit comment le Foudre-Cher a pénétré dans la Manse en franchissant la porte du pan. Ceci constitue, selon ses propres mots, une abomination entre les abominations, mais après tout, la plus abominable des portes n'a-t-elle pas toujours été précisément cela, une abomination? Épopée interdite. Et ensuite, je pense que ce sera... Alors, je vais pas trop vous assommer d'infos en description, donc je pense que ce sera notre dernier livre pour cette fois. Mais on va lire... le Codex Morphien, tiens. Le Codex Morphien, mais pour ça, on va d'abord le traduire.
Donc, le Codex Morphien. Dans cet ouvrage, une prêtresse de la sororité du nœud prétend avoir discerné la véritable signification de la naissance du Foudre-Cher. L'auteur affirme que c'est grâce au Graal rouge, à l'If à la ronde et à la hache cornue, les puissances vénérées par la sororité, qu'un accord final fut trouvé entre les heures de la maison et les heures qu'elles avaient destituées. Le Foudre-Cher aimait l'If, et le Graal rouge l'a anéanti en représailles pour la mort des frères et sœurs de la hache. Donc, un artificier. Nous parlerons de politique plus tard, ça vaut mieux. Ah, c'est un anarchiste. On va attendre que l'autre débile passe. Le Foudre-Cher pénétra dans la Manse en franchissant la porte du pan. Un privilège qui fut toujours refusé à la sorcière sœur qui était, il faut le reconnaître, bien moins méritante. Le texte concède qu'emprunter cette porte est inconvenant, mais plaide qu'au vu des circonstances, c'était le seul et unique moyen. Et encore une épopée interdite. Et vous savez quoi, on va juste attendre que l'autre passe, et on arrêtera la vidéo ici. Ok, parfait. Hop. Et voilà, toi aussi tu vas finir en tôle. Enfin, dans notre tôle. Voilà. Donc, on va arrêter la vidéo ici. Alors malheureusement... Alors, on a quand même commencé à faire des choses qui m'intéressent. Mais malheureusement, c'est vrai que pour ce qui est de l'invocation de la balle d'Homère, j'aurais aimé que ce soit permanent, mais tant pis, c'est pas grave. Bah sur ce, c'était le Baron Machiavel, et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.